Qui va vous convaincre? Votre rendez-vous jusqu'à 21h. Nous sommes avec 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Louis Boyard. Les violences dans les quartiers, l'insécurité économique, c'est l'échec du président Macron, nous dira Louis Boyard de Solidarité étudiante. Julie Graziani, éditorialiste, interview choc du couple Meghan Markle et son époux, le prince Harry. C'est une opération de communication avec une enfant gâtée, Meghan Markle. Nous parlerons avec Rafik Smati, chef d'entreprise de la Journée internationale des droits des femmes. Oui au quota pour que les femmes entrent davantage dans les conseils d'administration. C'est la thèse que soutiendra Rafik Smati, la proposition. Et puis nous terminerons avec Caroline Dehaas, militante féministe. Outré que le quotidien Libération ait pu publier la lettre d'un violeur, un étudiant. Il y reconnaît son crime, il s'explique, il sait à quoi il s'expose du point de vue judiciaire. Une lettre qui permet de sortir aussi de sa zone de confort, dixit Libération. Mais avant de commencer avec Louis Boyard et de parler justement insécurité, le point sur ce qui s'est passé ce soir à Champigny-sur-Marne avec vous, Cécile Denré, du service police-justice de BFM TV. Oui, selon nos informations, les pompiers ont été appelés à 17h45 à Champigny-sur-Marne, à proximité de la mairie, pour prendre en charge 2 adolescents. L'un se trouvait en arrêt cardiaque. C'est un policier qui a commencé le massage cardiaque. Ce jeune était blessé par arme blanche. Quand les pompiers sont intervenus, ils ont réussi à le réanimer et à le transporter à l'hôpital. Un deuxième adolescent de 14 ans a également été pris en charge par les secours, et ces 2 jeunes se trouvent actuellement en urgence absolue. Cette affaire, elle survient dans un contexte de rixe entre bandes. On n'en sait pas plus à cette heure-ci. 16 pompiers étaient sur place, des policiers également, et une enquête est en cours pour déterminer exactement les circonstances de cette affaire. Cécile Denré du service police-justice de BFM TV qui va nous amener à notre premier sujet de discussion avec Louis Boyard de Solidarité étudiante. Cette violence dans les quartiers, les caillassages des voitures de police, les tirs de mortier aussi contre les forces de l'ordre, des règlements de compte entre bandes. Le gouvernement prône la répression. Il suffit d'écouter le témoignage du préfet du Rhône. Tous les soirs, en ce moment, au-delà des incendies de voitures, l'objectif, c'est de prendre à partie les policiers, éventuellement les pompiers. Donc là aussi, on s'attend à être caillassé. Ce soir, il y a plusieurs petits groupes d'individus qui ont tenté de s'en prendre à la police. Une nouvelle fois, la présence des forces de l'ordre a permis de limiter ces exactions. Le préfet du Rhône, le ministre Darmanin fait une sortie sur le terrain quasiment tous les jours. On voit ce qui s'est passé du côté de Champigny-sur-Marne. Un gouvernement qui prône la répression, mais ça ne marche pas. Dans les quartiers, la violence, c'est l'échec du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. 90 secondes chrono, c'est pour vous. Louis Boyard, c'est parti. Alors, pour commencer, j'aimerais dire que c'est pas uniquement l'échec de Macron, mais c'est l'échec en fait de tous les gouvernements qui sont passés depuis la Ve République et depuis qu'on a des problématiques dans les quartiers populaires, c'est-à-dire une masse de personnes issues de l'immigration qu'on a enfermées dans des logements qui sont franchement insalubres et surtout des zones où il y a très peu d'emplois. Et ça s'est embrasé notamment dans la métropole de Lyon après qu'un jeune de 13 ans qui conduisait en scooter sans casque se soit fait poursuivre par la police qui voulait apparemment lui mettre une contravention. Et le jeune est tombé et il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Alors on a des dizaines, voire même une centaine de jeunes qui sont sortis dans la rue et qui sont allés brûler des voitures, caillasser des policiers. C'était des scènes de violence urbaine et je veux nous arrêter tout de suite. Je me réjouis pas de ces violences urbaines. Comme toute la France, je considère que personne n'y a intérêt et certainement pas les personnes qui le font. Mais plutôt que de répondre comme Gérald Darmanin, qui a dit que ces jeunes se mobilisaient contre la politique anti-drogue du gouvernement, c'est-à-dire vous êtes des animaux vendeurs de drogue et pas des personnes qui êtes capables de ressentir le deuil de la perte d'un ami ou d'un proche, ou en tout cas le risque de le perdre, j'aimerais répondre sur le vrai problème des quartiers populaires. Un logement sur 3 dans les quartiers populaires est mal isolé. Ils ne sont pas chauffés. Dans les quartiers populaires, il y a 3 fois plus de chômage. 40% des 6e dans les quartiers populaires ont une défaillance éducative. Et en fait, on n'arrête pas de répondre depuis des années et des années en disant répression, répression, répression. Mais en fait, la défaillance, elle est dans le système éducatif, elle est dans le système immobilier et en fait, elle est dans cette micro-société qui a été abandonnée. Et c'est pas la répression qui est la solution, ce sera l'accompagnement et la véritable reconquête républicaine. Quartier, l'échec de la méthode Macron, la méthode de la répression, parce que c'est ce qui est prôné par Gérald Darmanin. On voyait la semaine dernière d'ailleurs dans l'Essonne avec des cars de police. Julie Graziani, place au débat.
Qu'il y a un échec, oui, il est patent, mais ce que Louis ne dit pas, c'est qu'il n'y a pas eu qu'une politique sécuritaire et répressive depuis près de 40 ans. J'ai regardé la carte des US, zone urbaine sensible déjà établie en 1996, et j'y ai retrouvé rigoureusement les mêmes quartiers que ceux dans lesquels des émeutes sont intervenues la semaine dernière, ceux de Beauvais, ceux de Reims et ceux de Lyon. Donc en effet, ça ne s'arrange pas et ça continue tel quel en dépit de la politique de la ville et de tout ce qui a pu être fait, y compris de la politique répressive. Bon, alors je voudrais peut-être proposer 2 pistes d'analyse. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'au fond, Louis nous a pas dit s'il aurait été opportun que ces policiers n'interpellent pas un jeune qui roulait sans casque, mais ne pas interpeller un jeune qui roule sans casque, c'est aussi courir le risque qu'il y en ait beaucoup d'autres qui roulent sans casque et qui se blessent, parce que c'est dangereux de rouler sans casque, donc il faut quand même un peu sévir dans leur propre intérêt. Et ensuite, est-ce qu'on n'a pas aussi un problème de stock, en fait ? C'est que les gens qui graffissent l'échelle sociale quittent ces quartiers, mais qui sont remplacés par des nouveaux arrivants, des primo-arrivants, qui, eux, redémarrant au bas de l'échelle, continuent à générer de la pauvreté dans ces quartiers. Mais, Caroline Dehaas. C'est pas les gens qui génèrent eux-mêmes de la pauvreté, quand même. Parce que là, vous dites qu'il y a des gens qui génèrent de la pauvreté. Non, je dis que la pauvreté est générée les gens par sont le pas fait... responsables du fait d'être pauvres. Mais non, Caroline, je dis, s'il y a des gens pauvres qui arrivent et que quand ils deviennent moins pauvres, ils s'en vont, mathématiquement, la population restera pauvre. Oui, mais ce qui génère de la pauvreté, c'est les politiques publiques qui permettent pas, justement, de sortir de la pauvreté. Et moi, j'ai été politique publique, 60 milliards dans 600 quartiers en moins de 3 ans. Oui, à peine 3 ans. C'est ça qui est très intéressant. C'est que quand on dit ce chiffre-là, on a l'impression que, résultat, il y a un surinvestissement dans les quartiers populaires. Et quand vous divisez, en fait, l'investissement aujourd'hui global, d'accord, des pouvoirs publics dans les quartiers populaires par individus, on est en deçà des autres quartiers. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, la puissance publique, investit moins aujourd'hui financièrement dans les quartiers pauvres, dans les quartiers populaires, que dans le reste du pays. Et donc après, faut pas s'étonner qu'il y ait un décalage aussi dans la vie de ces quartiers-là et potentiellement derrière des violences. Parce que à partir du moment où vous investissez pas dans les services publics, ou à l'école, du côté de la police, du côté de la justice, il y a beaucoup moins de moyens, il y a un moment, il y a des tensions sociales qui se créent. Et donc, une des solutions, c'est ce qu'avaient demandé d'ailleurs des maires dans une tribune en novembre dernier, ça serait par exemple ils avaient demandé 1% du plan de relance dédié aux quartiers populaires. Emmanuel Macron ne leur a même pas répondu. Rafik Smati. Je ne partage pas votre diagnostic. Alors d'abord, ce n'est pas l'échec de Macron, vous l'avez dit, c'est l'échec de 40 ans de politique de la ville. Il faut rendre à César ce qui appartient à César et enlever à César ce qui lui appartient aussi. D'autre part, vous dites à juste titre qu'il y a dans ces quartiers, alors j'aime pas trop le mot parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on y met, mais vous parlez des problèmes d'isolation thermique, des problèmes de pauvreté, vous avez raison, mais ce sont en réalité des problèmes qui touchent une grande partie de nos compatriotes et y compris dans la France dite périphérique. 85% des Français les plus pauvres ne vivent pas dans ce que l'on appelle communément les quartiers. Ils vivent dans la France des bourgades, dans la France périurbaine, etc. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, je crois que c'est une erreur de penser tout en termes de moyens alloués aux politiques de la ville. Oui, c'est un peu le sous-texte, en fait. Ouais. Comme l'a rappelé Alain Marchal, des milliards, des dizaines de milliards, voire centaines de milliards depuis 40 ans ont été investis à fond perdu, c'est qu'il y a sans doute une explication qui est ailleurs. Voyez-vous, moi, les quartiers, j'y vais. Et quand je rencontre des jeunes des quartiers, je rencontre des jeunes qui en veulent, qui ont envie de se battre, qui, pour certains d'entre eux, rêvent de devenir entrepreneurs. Et ces jeunes-là ne demandent pas plus d'argent, ils demandent plus de liberté, qu'on leur foute la paix, qu'on leur mette le pied à l'étrier pour qu'ils puissent entreprendre et avancer. Donc ne nous trompons pas de diagnostic, parce que si on pose un mauvais diagnostic, on n'a pas de mauvaise réponse. Pour mettre le pied à l'étrier à des jeunes, ça passe par des dispositifs d'accompagnement dans l'emploi. Et ça demande de l'argent. Et vous avez raison. Et c'est là où on en arrive au problème de la sécurité. Parce que lorsque l'ordre ne règne plus dans ces quartiers, lorsque vous avez des bandes qui font la loi au mépris de la qualité de vie des habitants qui vivent dans ces quartiers, parce que ce sont eux les principales victimes, eh bien effectivement la République recule, voire abandonne, et les services publics aussi. Oui, mais et en plus là, il vous manque un élément, un acteur dans le débat. On a parlé services publics et on a parlé délinquance et on a parlé pauvreté. On n'a pas parlé du secteur privé. Peut-être qu'il manque aussi dans ces quartiers-là un maillage de secteur privé, des entreprises, des commerces, toutes ces choses qui sont privées mais qui participent de la vitalité, de la bonne ambiance d'un quartier. Mais là, on arrive à la question de la sécurité. Alors attendez, Louis Boyard. Je pense que vous oubliez aussi quelque chose, c'est que la France n'aime pas les quartiers. Regardez comment on les caricature. Il y a plein de séries qui les font passer pour des gens agressifs et des gens idiots. La France a une très mauvaise image des quartiers. Je vous donne un autre exemple. Gérald Darmanin, qui n'est même pas capable d'admettre que la police est responsable d'un jeune de 13 ans qui entre la vie et la mort et qui invente une histoire de drogue dessus.
dessus. Le principal problème des quartiers, c'est pas seulement l'argent. Enfin, Il y a bien sûr le service public et tout ça. Zineb Bouna, tout ça aussi, c'était exactement la même histoire. Ils n'ont pas été condamnés et tout le monde reconnaît la responsabilité de la police. Le vrai problème des quartiers, c'est qu'en fait, ces gens-là, la France n'en veut pas. Les gens les méprisent. Je crois que vous avez une vision vraiment caricaturale. Non, certains, c'est pas ma vision. J'ai des amis dans les quartiers, j'ai vécu là-bas. Regardez comment l'a traité Darmanin. Mais le problème des quartiers aujourd'hui, s'il doit y avoir un parmi tous les autres, alors évidemment il y a un problème d'éducation, il y a un problème de pauvreté, tout ça est vrai. Mais tant que vous avez ces quartiers qui sont entre les mains de caïds, prenez le risque d'y aller, vous serez escorté par des bandes armées qui vous demanderont ce que vous faites là, ça m'est déjà arrivé. Eh bien, comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise, vous parliez de l'aspect économique, comment voulez-vous qu'un commerçant, qu'un chef d'entreprise ait envie de s'installer dans ces zones de non-droit? Donc, en fait, vous rappelez qu'il faut d'abord nettoyer au Karcher, comme disait un ancien président de la République, avant de pouvoir. Si. J'emploierai pas ce terme. J'emploierai tout simplement le terme suivant, faire en sorte que l'État fasse le job qui est le sien, c'est-à-dire maintenir l'ordre républicain. Et là, on tombe exactement sur le problème. Vous avez donné un exemple, c'était des types dans des quartiers qui vont escorter. Mais moi, je me promène tous les jours dans les quartiers. Ça m'est jamais arrivé. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent dans ces quartiers qui n'ont jamais vécu ça. Et là, on est en train de tirer de ça un exemple pour montrer que le problème dans les quartiers, ce serait la délinquance, la violence et qu'il faudrait plus de répression. Et voilà, c'est ça que je pointe du doigt. On les méprise. Ça, c'est vrai. Louis a pas tort, parce que c'est vrai qu'à Beauvais, c'est une trentaine d'individus interpellés. Et en fait, c'est rien du tout, 30 individus. Donc il suffit de leur trouver du travail et de mettre du service public pour qu'ils ne nuisent plus, alors. Et ça doit être possible de mettre 30 individus dangereux hors d'état de nuire, quand donc même. Là, il faut de la répression. Sur des individus dangereux, évidemment. Et là, on revient encore une fois à ce que je disais. Le problème, si jamais ces gens-là, ils seront dangereux, c'est pas par la grâce de Dieu qui a décidé de leur donner le diable en eux. C'est parce qu'il y a les défaillances éducatives. Il y a aussi, comme je le montrais, ce problème que la France a avec les quartiers. Et en fait, ce problème, c'est un tout. Et vous avez dit, par exemple, il faut leur trouver du travail. Mais c'est pas il faut leur en trouver, il faut leur en donner. Il faut leur donner du travail. Quoi comme travail quand une journée de trafic de drogue, ça vous rapporte 3 000 ou 4 000 euros, ou faire un point de garde, ça vous rapporte 500 euros par jour quand vous avez 14 ans. Vous parlez de défaillance éducative. C'est vrai, sauf que l'éducation, par définition, c'est la politique publique de long terme par excellence. C'est-à-dire que si on règle le problème aujourd'hui, on en tirera les bénéfices dans 30 ou 40 ans. Il y a un sujet à régler maintenant. Il y a un sujet d'ordre public et on ne peut pas, pour l'intérêt des jeunes qui sont dans ces quartiers et qui, pour la plupart d'entre eux, ont envie de se battre, ont envie d'entreprendre, ont envie de faire de grandes choses, ont plein de rêves, nous avons le devoir de neutraliser les quelques individus qui foutent la pagaille. Et ça, c'est de la répression. Ça marche pas. Vous voyez bien que les politiques répressives de ces dernières années, elles ne fonctionnent pas. Donc vous dites, on a essayé, on a mis de l'argent, ça marche pas. Excusez-moi, mais les politiques... Quand on arrive au bout de 40 ans de l'acheter, quand on arrive au bout de 40 ans de l'acheter, en effet, c'est difficile. Vous voulez Sarkozy et le Karcher, c'était c'était hyper répressif. Et ça ne fonctionne Nicolas pas. Sarkozy qui a diminué de 10 000 le nombre de policiers en France. Vous voulez une solution pour que ça se passe bien dans les quartiers? Vous proposez de la police prendre les 30 personnes. Reconnaissez qu'Adama Traoré a raison. Reconnaissez que cet enfant qui se retrouve entre la vie et la mort, parce que exactement comme ça a été pour Ziad et Bouna, parce qu'on les a poursuivis bêtement, reconnaissez qu'il existe des violences policières, reconnaissez que ces gens ne sont pas des idiots agressifs, reconnaissez que l'État a ses responsabilités dans ce qui arrive dans les quartiers. Faites un premier pas vers ces gens-là qui sont des citoyens, qui font partie de la même communauté que nous, et là on aura déjà fait un grand pas. Donc il faut enlever les policiers. Comment? C'est la faute à la répression, il faut enlever les policiers. C'est pas uniquement la faute à la policier, c'est la faute à l'État qui soutient les policiers. Regardez ce que les policiers disent que ne serait-ce que quand on patrouille tranquillement, sans intervenir, on prend des tirs de mortier, alors qu'on remplit simplement notre mission de service public. Parfois, on intervient à la demande de gens. Et puis j'ajoute... Pas toujours sur les trafics de drogue, on se retrouve toujours, on a des guet-apens. Donc, Louis Boyard, vous n'entendez pas ce que disent les policiers? J'entends complètement ce que disent les policiers. Et c'est vrai, ça arrive. Il y a une défiance de la police dans ces quartiers. Et d'un autre côté, la seule chose qu'ils voient de l'État dans ce pays, c'est les policiers qui les contrôlent 20 fois plus que les autres citoyens en France. Je voulais dire que faire partie de la même communauté, c'est obéir aux mêmes droits, aux mêmes devoirs, aux mêmes règles. Moi, si demain je prends un scooter et que je me balade sans casque sur le scooter, je vais me faire arrêter, je vais obtempérer tout de suite. Alors justement, pourquoi les mêmes règles? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Les laisser rouler sans casque? Attendez, Caroline Dehaas. Non, à propos des mêmes règles, pourquoi on n'est pas soumis aux mêmes règles? Pourquoi moi, mes enfants, j'habite pas dans un quartier populaire? Pourquoi mes enfants, ils ont une école où quand il y a des maîtresses ou des maîtres malades, ils ont un remplacement immédiat? Pourquoi mes enfants, quand ils iront au collège ou au lycée, ils n'auront pas de problème d'absence de prof de maths? Pourquoi est-ce que moi, je suis jamais contrôlée dans la rue? Donc, je veux dire, on parle des mêmes règles, un casque quand vous roulez en scooter. Mais il y a un moment, non mais je suis désolée, les jeunes qui sont racisés, qui ne sont pas blancs, c'est 20 fois plus contrôlés par la police. Oui, mais là, en l'espèce, Caroline, sur cette histoire, je suis désolée. vous avez bien compris que si ce jeune homme
s'est fait arrêter, où il y a une tentative d'arrestation par la police, c'est parce qu'il ne portait pas de casque. Ça vous a pas échappé. Réalisez quand même la lourdeur de vos propos. Imaginez si jamais la mère de cet enfant vous regardait à la télé. C'est un enfant de 13 ans qui avait un scooter et qui n'avait pas de casque. Il a fait une bêtise. Mais qui a été le plus bête dans l'affaire? Les policiers qui l'ont poursuivi, alors que quand Zied et Bouna, il leur est arrivé exactement la même chose, ils sont morts. Louis, vous êtes en train d'insinuer que ces policiers ont fait tomber ce malheureux jeune homme qui est dans la vie, entre la vie et la mort, et c'est un drame. Moi, je vous demande simplement quelle conclusion vous en tirez. Est-ce qu'il faut que les policiers renoncent et laissent les jeunes rouler sans casque dans la rue? Et c'est pas possible non plus. Louis Boyard a défendu son point de vue là pendant 10 minutes. On va voir ce que vous en avez pensé. Alors, est-ce qu'il a raison? C'est l'échec de la répression. Stop à la répression. Rafik Smati. Il y a plein d'arguments justes dans les propos de Louis, mais je trouve que vous présentez les choses de manière extrêmement pernicieuse et ça laisse sous-entendre que finalement il faudrait passer l'éponge sur certaines pratiques qui ne sont absolument pas dans le cadre de la loi. Donc non, je n'adhère pas. Pas convaincu, Rafik Smati. Julie Graziani. La répression ne suffit pas elle seule, bien sûr, mais tout axé sur l'absence de répression, c'est aggraver le problème. Il faut de la répression parce qu'il faut maintenir l'ordre, que vous le vouliez ou pas. Et quant à la question du budget, les gens disent toujours ça manque de moyens, ça manque de moyens. Donnez-moi un budget, on va quantifier, on va voir comment on finance, on va voir ce qu'on fait avec. Julie Graziani, Caroline Dehaas. Ouais, moi, là où je suis convaincue, c'est sur l'échec de Macron. C'est-à-dire qu'en novembre 2017, juste après son élection, il appelle à une grande mobilisation pour les quartiers. Franchement, force est de constater qu'à 1 an de la fin de son mandat, c'est ratage total, quoi. Convaincu, Caroline Dehaas. Un verre, donc, pour Caroline, pour terminer. Désolé, Louis, la majorité. Je suis satisfait. Elle est en rouge. Meghan Markle et Harry, l'interview choc sur la chaîne américaine CBS. La famille royale et ses traditions, ses pressions, ses questionnements, ces questionnements racistes. C'est ce que dit Meghan Markle, cela l'a poussé à même avoir des pensées suicidaires. C'est l'événement mondial. Bien évidemment, c'est très largement commenté au Royaume-Uni avec la reprise de ces propos de Meghan Markle. Je voulais juste être en vie et c'était des pensées constantes, terrifiantes, réelles et très claires sur cette pression qui l'a poussée elle-même à avoir des envies d'en finir. J'ai été victime d'une vraie campagne de dénigrement lorsqu'on lui a reproché, paraît-il, de harceler tout le personnel qui était avec elle. Je suis allé voir l'institution pour obtenir de l'aide. On m'a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l'institution. Harry et Meghan ébranlent l'institution britannique. Mais a-t-on affaire à des gens sincères ou à un caprice d'enfant gâté? Meghan Markle, 90 secondes pour convaincre. Caroline Dehaas, top chrono. Mais non, c'est moi. Julie Graziani, pardon. Julie Graziani, top chrono. Je veux bien Désolé. On peut switcher. Julie. Alors, vous êtes belle, riche et célèbre. Votre mari est fou amoureux de vous. Eh bien, vous aussi, vous avez le droit de vous plaindre. Non, Alain, je ne parle pas de moi, mais de Meghan Markle, l'ex-duchesse de Sussex, qui nous a gratifié dimanche d'une très plaintive interview. Alors, on y trouve des propos chocs, accusations de racisme contre Buckingham. Personne n'est visé, comme ça, personne ne peut se défendre, mais ça jette le discrédit sur tout le monde. On y trouve aussi les jérémiades des déjeuners de famille dont on nous sert la narration. Non, c'est pas moi qui ai fait pleurer Kate, c'est elle qui m'a fait pleurer. Et puis on souffle le chaud et le froid. La reine est formidable, mais enfin, tout ça, c'est quand même de la prison. Alors vous aurez reconnu le thème du rossignol à la voix d'or qui cesse de faire cuit-cuit dans sa cage dorée. Alors au fond, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que je passe sur l'indécence de pensées de suicide parce qu'on a fait la une des tabloïds. Autrefois, les grandes familles estimaient que la contrepartie de leurs privilèges exorbitants, c'était noblesse oblige, c'était le sens du devoir et le dévouement. Désormais, les princesses pipolisées ont compris qu'elles avaient plus de likes en se plaignant qu'en serrant les dents. Sauf qu'avec ce petit jeu de la victimisation, eh bien, on trouve toujours plus fort que soi. Et c'est ainsi que Meghan Markle, aujourd'hui, fait l'objet d'accusations de harcèlement. C'est un petit peu l'arroseur arrosé, en quelque sorte. Elle surjoue ses malheurs pour jouer la proximité avec nous. Elle surjoue ses malheurs. Meghan, l'interview d'une enfant gâtée. Qu'en dites-vous, Caroline Dehaas? Je suis choquée. Je suis hyper choquée. Moi, j'ai trouvé qu'elle était hyper courageuse, en fait. Enfin, bon, je suis d'accord, ok, je suis un peu fan. J'avoue, je suis un peu fan de Meghan Markle. Ça se sent. Mais ouais, moi, je trouve ça hyper courageux, en fait, de venir parler de pensées suicidaires à la télévision. C'est-à-dire que c'est quand même pas commun, en fait.
quand les gens ont des pensées suicidaires, d'en parler publiquement. C'est quand même fort, je trouve. Et puis, voilà, les accusations qu'elle porte, enfin, le témoignage, en tout cas, qu'elle apporte sur ce qui se passe au sein de la famille royale, enfin, franchement, ça fait flipper sur la rigidité et le conservatisme de cette famille. Et moi, voilà, je trouve ça assez courageux. Et je me dis que si c'est une occasion de faire bouger les lignes, de faire bouger cette famille royale et de sortir un peu de son carcan. Vous dites quasiment, Julie, que c'est presque du fake, quoi, ce qu'elle raconte. Elle surjoue tout ce qu'elle a vécu, quoi. Elle en rajoute exprès pour faire pleurer dans les chaumières. Oui, il y a une part de communication évidente. Ça avait commencé avec Lady Diana qui nous avait servi l'étalage de ses infortunes conjugales à la télé. Oui, il y avait quand même un défaut de décence par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre. Ouais. Oui, mais enfin, elle peut le garder pour elle. Thanks for sharing, comme disent les anglo-saxons, cette circonstance. Mais surtout, même si c'est sincère, moi, ce qui me choque, Caroline, et je pensais que ça vous choquerait aussi, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de relation, en fait, entre eux. Voilà, quand on est aussi privilégié par la vie, est-ce qu'on a le droit de se plaindre ? Moi, je pense que oui. Je pense que, notamment quand on est une femme, et notamment comme Meghan Markle, on est une femme racisée, en fait, on subit du sexisme à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous appelez racisée ? Une personne non blanche. Une personne qui subit le racisme, en fait. Et donc, les personnes qui subissent le racisme, ou les femmes, par exemple, qui subissent le sexisme, en fait, à tous les niveaux de responsabilité, elles subissent ça. Moi, j'en ai discuté 2 ou 3 fois avec Laurence Parisot, par exemple, qui était patronne du MEDEF. On ne va pas penser que j'ai une grande proximité idéologique avec Laurence Parisot. Vous allez nous dire que vous êtes fan de Laurence Parisot ? Non, pas du tout. Non. Mais elle raconte à quel point elle a vécu le sexisme, elle, dans son parcours. Ouais. Je pense qu'on peut dire que Laurence Parisot est privilégiée. Moi, je me considère comme une femme privilégiée. Bon, j'ai subi des violences sexuelles et j'ai subi du sexisme. Et c'est pas se plaindre, en fait, que de le dire. C'est un témoignage. Oui. Alors, c'est peut-être ça la différence. Il y a à faire un constat d'une situation et dire voilà comment j'ai réagi dans telle situation. Justement, je me suis pas laissé faire. C'est ce qu'elle raconte. Et puis il y a se plaindre et faire un peu les jérémiades à la télé. Non, c'est pas ça. Rafik Mathilde Boyard. Enfant gâté, Meghan Markle. Dans le fond du dossier, je dois vous avouer ma totale incompétence. Je ne connais pas les arcanes et les coulisses de la famille royale d'Angleterre. Donc je vois les choses avec de la distance et je me concentre sur les faits. Il y a quelques jours sur BFM TV passé un documentaire sur Harry et Meghan. Et il y a une scène qui m'a particulièrement marqué. C'est à un moment donné, Harry s'adressait au président de Disney en train de lui commander un poste, un rôle pour sa femme. Là, je me suis dit, tiens, ce ne sont pas des pratiques. Il y a un mélange des genres qui est assez ambigu. Deuxième élément, il y a eu une transaction financière autour de cette interview. On parle environ de 8 millions Pas pour eux, d'euros. Pour la société d'Oprah Winfrey qui a réalisé l'interview. Quand on a une vérité à faire éclater, on n'en fait pas une question d'argent. C'est courant dans les pays anglo-saxons de monnayer les interviews, c'est pas. Oui, ça jette un petit peu le doute sur la sincérité de l'indignation. Quand il s'agit d'une Oprah Winfrey qui a fait l'interview et qui l'a vendue à CBS via sa société de production. Quand il s'agit d'une démarche people, etc., je veux bien. Mais là, il y a quelque chose qui me. Mais ils y sont pour rien. Ils y sont pour rien, eux, sur cette histoire de transaction financière. Non, mais ils acceptent l'idée que leurs paroles deviennent une marchandise que l'on monétise. Et ça, c'est coutume là-bas. Quand il s'agit de faire éclater une vérité, excusez-moi, moi ça me choque personnellement. Quand vous venez sur un plateau de télévision pour parler, en fait, vous participez de fait à faire en sorte que la télévision vive et fasse de l'argent, de la pub. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, toute parole est. Quand on est héritier de la famille royale d'Angleterre, on a un certain nombre de devoirs. Voilà. Ça fait partie des codes. C'est comme ça. Il faut les changer. Mais ça, c'est pas notre problème. C'est au peuple d'Angleterre, au peuple du Royaume-Uni. C'est pas à nous de nous immiscer dans ce qui doit se passer. Donc il y a un certain nombre de devoirs. Et je pense que Meghan, quand elle est rentrée dans cette famille, elle le savait. Donc elle a pris ce qui l'arrangeait, quoi, en fait. C'est ce que vous dites. Je trouve ça. Elle dit que pas tant que ça. Malsain. Elle dit qu'elle se doutait pas tant que ça de la violence du truc. Louis Boyard. Déjà, là, je le regarde avec mon point de vue de français, bien que j'ai un bout de ma famille qui soit anglaise, mais je vois en fait l'absurdité du système de la noblesse, c'est-à-dire que à partir du moment où on rentre dans cette famille, on a des obligations et en fait finalement, quand on regarde dans l'absolu, ça ne vaut absolument rien. En fait, finalement, c'est juste nous qui construisons ça. Ensuite, par contre, il y a quelque chose qui m'a gêné, c'est si jamais c'était Harry qui avait tenu ses propos, je pense pas qu'on l'aurait appelé enfant gâté en fait. Et, si. Je vous aurais fait la même sur Harry, pareil. Faites-la sur Nicolas Sarkozy parce qu'il s'est beaucoup plus plaint que Meghan Markle. Et puis ensuite sur ce que vous dites par rapport, est-ce qu'on a le droit de se plaindre quand on est privilégié ?
Je pense que d'un côté ça peut tiquer, mais d'un autre côté ça reste aussi une personne humaine. Vous, à mon avis, vous vous êtes beaucoup fait harceler sur les réseaux sociaux, moi aussi, et il y avait des personnes que ça pouvait impressionner de voir quelqu'un à la télé, mais au fond en fait elle ressent des choses. Et vu la campagne qu'elle s'est pris contre elle, je pense pas que sa souffrance ait été un mensonge. Alors après qu'il y a du calcul politicien derrière, bien sûr, c'est évident, mais c'est pas pour autant qu'il faut nier sa souffrance. Et je pense aussi que parce qu'elle est Meghan Markle et pas le prince Harry, elle se prend beaucoup plus que d'autres. Et je pense que si le prince Harry avait tenu ces propos-là, on aurait pris ça sous un autre angle. Et Caroline Dehaas m'appuiera, je pense. Oui, alors notez aussi en fait que si vous abandonnez l'idée que quand on est particulièrement privilégié, on a des devoirs, on a un sens des obligations à avoir qui sont la contrepartie de ces avantages, les avantages deviennent inaudibles pour le reste de la population et vous ne pouvez pas attendre à contrario, comme vous le demandez souvent, un comportement exemplaire en termes de probité des dirigeants qui nous gouvernent, des dirigeants d'entreprise, de tous ceux qui sont en commande et au pouvoir. Si dans l'opinion publique, on ne considère pas que noblesse oblige, ou que pouvoir oblige, que l'exercice du pouvoir vous donne des devoirs mais ça n'empêche pas de témoigner sur les difficultés rencontrées quand même. Alors, non, ça n'empêche pas de témoigner, mais enfin, on ne peut pas tout faire si vous voulez. Pourquoi ? À un moment, il faut choisir. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en même temps être princesse ou ex-princesse et avoir subi des violences ou... Par exemple, parce que ce faisant, elle brise quand même la loyauté que pouvait attendre d'elle la famille royale, parce qu'elle dévoile des sujets intimes. Elle n'est pas issue du rang en plus, Meghan Markle. Elle a eu une vie avant, elle a eu une vie d'actrice, elle est tombée amoureuse d'Harry, elle l'a épousé, mais en restant ce qu'elle est. C'est justement, elle a refusé d'entrer dans la famille royale. C'est d'ailleurs pour ça que tous les deux en sont partis et que Harry lui-même a dit non, si je veux vivre et je veux vivre mon histoire, je veux vivre ma passion et je veux vivre avec ma femme, il faut que nous nous affranchissions de ces codes et de cette monarchie de carcan, quoi, en fait. C'est un choix qu'ils ont fait, mais ce choix devrait aller jusqu'au bout de la logique. Et ils ont gagné aussi la liberté de parole en allant à un synode. Qui consiste pour le déclarement à ne pas déblatérer sur ce qu'on a vécu. Quand on a des déjeuners de famille avec des choses qui se disent dans l'intimité, on n'a pas forcément envie de savoir que sa belle-sœur va ensuite aller se répandre sur les plateaux télé ou en interview pour expliquer à quel point vous avez été odieuse avec elle dimanche dernier. Moi, je pense que c'est pas pareil d'être odieux avec quelqu'un que d'être violent avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'une engueulade en repas de famille, ça peut arriver. Là, ce dont elle parle... On peut tous se mettre à raconter nos engueulades dans la belle famille. Je pense que les téléspectateurs vont passer un très bon moment. Julie, elle parle pas de ça, elle parle de pensée suicidaire. Elle parle de campagne de diffamation à son encontre. Enfin, je veux dire, elle parle de racisme. Enfin, je veux dire... Pour l'instant, le dénigrement et la diffamation, ça vient plutôt d'elle que de l'autre sens, il me semble. Le racisme, non. Le racisme qu'elle dénonce, il vient manifestement du côté... Ce sont des propos rapportés, là, encore, bien sûr. Elle témoigne avoir subi du racisme. Donc, moi, je pense qu'elle est légitime à témoigner de ça et que ce témoignage-là, il est important. C'est-à-dire que c'est pas rien, le racisme. Bien sûr, mais c'est pas une histoire de famille qu'on devrait cacher. C'est bien sûr. On devrait rester secret. Caroline, c'est la pire accusation qui soit, le racisme, et le procédé est déloyal parce qu'elle accuse sans dire qui a rapporté ses propos. Donc la personne ne peut pas se défendre et ça donne l'impression que Buckingham tout entier est bourré de gens racistes. C'est un problème quand même. Le truc, c'est que vous parlez d'exemplarité, mais en fait, la preuve en est qu'à Buckingham, il y a quelqu'un qui a tenu ce genre de propos et qu'en fait... Ou deux ou trois et on ne sait pas qui c'est. Oui, et on ne sait pas qui c'est, mais eux, ils savent qui c'est. Et c'est ce qu'elle dénonce justement, c'est qu'ils se couvrent tous. Donc si jamais l'exemplarité elle vaut pour Meghan Markle, pourquoi est-ce qu'elle ne vaut pas pour Buckingham Palace ? Eh bien après cette discussion, nous allons voir ce que vous avez pensé de la prise de position de Julie Graziani. Alors est-ce que cette interview est celle d'une enfant gâtée qui crache dans la soupe ou dans la soupière, Caroline Dehaas ? Soutien Meghan Markle, total. J'ai cru comprendre, pas convaincu Caroline. Louis Boyard. Elle est gâtée, c'est clair, mais ça ne fait pas d'elle une enfant. D'accord. Un verre aussi pour... pas convaincu Louis Boyard, pas convaincu Caroline Dehaas. Monsieur Rafik Smati. Je vais dire vert, mais j'aurais été plus à l'aise si le titre c'était Harry et Meghan, des enfants gâtés. Parce que je trouve injuste de faire peser ce défaut uniquement sur Meghan, alors que Harry a sans doute sa part de responsabilité. C'est pas faux, je change mon titre rétrospectivement. On y va pour Rafik Smati, justement chef d'entreprise à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Vous voulez attirer notre attention sur les efforts qu'il y a à faire dans les entreprises. Voilà ce que disait aujourd'hui, via le réseau social Twitter, Madame Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Malgré la crise, les entreprises ont été plus nombreuses que l'année dernière à respecter l'obligation. C'est comme un mantra qu'elle nous dit. Après, il faut regarder dans les chiffres. Plus de 33% de femmes parmi les cadres
des grandes entreprises dans le CAC 40, 43% de femmes dans les conseils d'administration, 20% de femmes dans les comités exécutifs. C'est l'Observatoire Schema de la féminisation des entreprises. Et il faut aller un cran plus loin. C'est ce que vous voulez faire, Rafik Smati. Pourquoi ne pas avoir des quotas dans les entreprises, dans les conseils d'administration? Des quotas, le mot est lâché. 90 secondes pour convaincre, c'est parti. En tant qu'entrepreneur de sensibilité libérale, je devrais être vent debout contre l'idée même de quotas qui apportent une contrainte a priori à l'entreprise, et elles n'en ont pas besoin en ce moment. Et puis c'est même contraire à l'idée même que l'on peut se faire d'une certaine méritocratie républicaine. Seulement voilà, certaines idées reçues ont la vie longue et parfois il faut accepter de forcer le destin. Je vais vous donner un exemple. Au début des années 80, dans les orchestres philharmoniques du monde entier, vous aviez essentiellement des hommes. C'était des musiciens hommes. Pourquoi ? Par mimétisme culturel peut-être, et puis peut-être que certains chefs d'orchestre aussi considéraient que les femmes n'avaient pas leur place dans leur orchestre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont décidé à un moment donné de passer à des auditions à l'aveugle. Et là, en quelques années à peine, la place des femmes dans les orchestres philharmoniques est passée de 5% à 50%. Voilà pourquoi je suis favorable au quota. La loi Copé-Zimmermann de 2011 a multiplié par 4 le nombre de femmes dans les conseils d'administration. C'est génial. Il faut faire la même chose dans les organes de direction, dans les comités de direction. On a vu 20% dans votre écran tout à l'heure, c'est évidemment trop faible. Alors j'ai envie d'être clair sur quelque chose d'important. Être pour les quotas et vouloir contrebalancer un excès ne veut pas dire qu'il faut passer dans un excès inverse. Il ne faut pas remplacer des hommes compétents, si je puis dire, par des femmes incompétentes. L'enjeu, c'est tout simplement que nos organisations soient à l'image de notre société, c'est-à-dire mixtes et plurielles. Alors, oui au quota, qu'en dites-vous, Louis Boyard ? Je pense que moi je serais personnellement pour, mais il y a des personnes que ça choquerait en disant mais mon Dieu, les quotas, on touche à la méritocratie républicaine qui est un autre débat. En fait, ces gens, il faut qu'ils comprennent que la société est inégale et que les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes et que l'objectif c'est pas que éternellement on se retrouve à avoir ce quota respecté pour l'éternité. L'objectif c'est de dire en mettant des femmes dans les conseils d'administration, on va habituer la société à avoir des femmes à des postes à responsabilité et peut-être qu'un jour l'idée nous paraîtra absurde tellement les choses se font naturellement. Après, si jamais on veut parler de la place de la femme dans le monde professionnel, il faut parler de 1000 et une autres choses parce que les femmes, elles sont pas toutes dans les conseils d'administration. Elles sont d'ailleurs beaucoup à occuper des emplois précaires, voire pas d'emploi du tout parce que dans notre culture, dans notre société, la femme reste plus souvent à la maison que l'homme. Et donc, si on veut parler de la question de la femme et du milieu professionnel, il faut aussi étendre le fil au-delà des conseils d'administration. Mais sinon, je suis pour l'idée. D'accord, plutôt pour les quotas. Julie Graziani. Non, alors Rafik a été habile parce qu'il a rappelé son attachement au principe de la méritocratie et son attachement au libéralisme, de manière à glisser par avance sur les objections que j'allais lui faire sans doute. Donc je vais en trouver d'autres. Je file le thème des sujets pour les gens privilégiés. Typiquement, sur ces histoires de COMEX, c'est-à-dire comité de direction, pour qu'on comprenne, il s'agit des comités exécutifs, donc plutôt dans les grosses entreprises, pas dans les petites PME, TPE. Donc finalement, c'est un sujet qui va concerner des cadres dirigeants, donc des catégories de la population déjà très favorisées, et dans lequel les réseaux féminins d'affaires sont déjà très nombreux, très puissants et très actifs. Il y en a environ 400 en France. Vous en trouvez des réseaux internes aux entreprises, des réseaux par activité sectorielle, des réseaux entre cadres dirigeantes qui se font la courte échelle entre elles pour s'aider à grimper les postes. Donc je trouve que elles ont déjà assez d'atouts dans leur manche, si vous voulez. Ce sont des femmes qui sont surdiplômées, ce sont des femmes qui sont extrêmement bien en réseau entre elles et qu'il n'est pas nécessaire de leur donner en plus un accès privilégié au COMEX. Je préfère largement... Avec des quotas qui sont artificiels, en fait, c'est ça ? Je préférais largement une loi qui travaille plutôt sur les PME, sur les directions dans les PME, sur comment une femme aujourd'hui, une femme indépendante, vous savez qu'elle est moins bien indemnisée de son congé maternité qu'une femme salariée. Ça, c'est un problème pour être gérante de SARL. Voilà, donc des petites choses comme ça qui sont peut-être moins visibles, mais qui sont sans doute plus efficaces. Caroline Dehaas. Alors moi, je dis pas merci à Julie Graziani parce que là, je vais me retrouver à défendre les femmes du CAC 40. C'était pas fait un peu exprès. Je suis maline. Moi, je pense que les femmes du CAC 40, elles ont le droit à l'égalité comme toutes les autres en fait. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, elles soient traitées différemment de leurs collègues masculins, qui sont tout aussi privilégiés qu'elles sur plein de sujets, mais dans lesquels elles sont pas à égalité en fait. Et c'est pas normal que juste parce qu'elles sont nées femmes, juste pour ça, elles n'aient pas les mêmes possibilités que les collègues masculins qui sont au même niveau ou de la même classe sociale qu'elles. Et donc moi, je pense que les quotas
tant qu'on n'a pas d'autres solutions pour faire avancer les choses, comment on les c'est met une en place, nécessité. ces quotas, justement? C'est ça. Quelle grille vous faites du quota qui permet d'accéder à un poste? Parce que, pardon de vous avoir interrompu, Caroline, mais tout à l'heure, je vais revenir à vous. Rafik disait, pour intégrer des femmes dans les orchestres, il y avait les auditions à l'aveugle. C'était à l'aveugle. Et c'est pas un Donc quota, on ne savait pas c'était une femme qui jouait. C'était le talent qui est reconnu. En fait, il y a plein d'outils pour ça. Voilà, c'est pour moi, ça. je suis chef d'entreprise aussi, donc je vois bien, parce que quand je fais des recrutements, moi j'ai un problématique, c'est qu'il n'y a quasiment aucun homme qui candidate pour venir faire des formations sur l'égalité ou venir faire la prévention sur le harcèlement sexuel au travail. On a à peu près 10 à 15%, 10% d'hommes dans les personnes qui candidatent. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie lors de la première session, puis lors de la deuxième session, puis lors de la troisième session, qu'on est à peu près à 10% d'hommes à chaque fois. Dans la shortlist, qu'on a toujours au moins 10% d'hommes. Pour essayer de vérifier, il n'y a pas de raison. S'il y a 10% d'hommes parmi les candidatures, il devrait y avoir 10% d'hommes à la fin. Et ça nous donne des chances, d'accord, de recruter un homme. Bon, et ben en fait, les entreprises ne font pas forcément ça. Et elles devraient faire pareil sur les femmes. Si vous avez 30% de femmes parmi vos candidatures, vous devriez avoir 30% de femmes en entretien. Si vous avez 30% de femmes dans l'entreprise, le moment où vous ouvrez un poste à responsabilité, vous devriez avoir 30% de candidatures de femmes. Et ça permet, voilà, c'est pas des quotas, ça, c'est plutôt des stratégies managériales, mais ça permet de faire avancer l'égalité. Juste un mot, Julie. Il y a 20 ans, j'étais d'accord avec vous, honnêtement. J'étais un partisan. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai même publié il y a une dizaine d'années un livre sur la question qui s'appelait Vers un capitalisme féminin. Et j'ai compris à quel point le plafond de verre était une réalité. C'est pas quelque chose, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et il faut faire bouger un certain nombre de lignes. Regardez, en 10 ans, la place des femmes dans les conseils d'administration a été multipliée par 4. Et cela a un impact à la faveur de la loi Zimmermann. Oui. Absolument, a un impact indéniable sur la stratégie de ces entreprises. On a vu tout à l'heure 20% dans les comités de direction des grandes multinationales. C'est pas assez. Il y avait 20% de femmes qui étaient indiquées pour faire ce job, pourquoi pas? Mais la réalité, c'est qu'une femme est totalement indiquée pour faire partie d'un comité de direction. Et donc, voyez-vous, pour passer d'un État à un autre, parfois il faut déployer une énergie. À aucun moment j'ai entendu compétence. À aucun moment je n'ai entendu compétence. Mais parce que cela va de soi. Cher Alain Marchal. En fait, les entreprises, elles ne recrutent pas des gens qui ne sont pas compétents. Voilà. Elles ne se tirent pas une balle dans le pied, en fait. Aujourd'hui, des femmes plus compétentes sont mises de côté parce qu'elles sont des femmes. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais est-ce que c'est prouvé quelque part, ça? Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a une étude sociologique qui le démontre? Alors, il n'y en a pas une, il y en a à peu près, je pense, et qui montre justement qu'il faut passer par les quotas pour rétablir cette inégalité. À compétence égale, d'accord, les femmes ont moins de chances d'obtenir un poste que les hommes, à compétence égale, d'accord. Donc ça veut dire que c'est pas que nos compétences qui comptent. C'est pas ça la réalité dans le monde du travail aujourd'hui. Le fait d'être une femme compte aussi par rapport à côté de nos compétences. Alors qu'un homme, c'est ses compétences uniquement qu'on va regarder. Et puis juste, Rafik, quand même, il y a un angle mort pour moi dans les politiques publiques qui sont mises aujourd'hui en place par le gouvernement. Il parle beaucoup des quotas, d'accord. Il oublie que tant qu'on n'aura pas fait en sorte que l'univers du travail soit un univers qui soit sécurisant pour les femmes, notamment du point de vue du sexisme et du harcèlement sexuel au travail, on aura beau mettre des quotas, les femmes, elles resteront pas dans ces espaces-là. Et on a ce problème-là, par exemple, chez les ingénieurs. Ils arrivent à recruter des femmes et au bout d'un an ou deux, en fait, elles se barrent. Parce que c'est tellement insupportable en termes de niveau de sexisme dans certaines entreprises, elles finissent par claquer la porte. Et donc pour moi, il faut faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les femmes viennent, mais il faut qu'on s'organise pour qu'elles restent. Le dernier mot, Louis Boyard. Comme argument, s'il n'y a que 20% des femmes dans les comités de direction, est-ce que ça veut dire qu'on a la preuve naturelle que les hommes sont plus compétents que les femmes? Personne ne peut croire ça ici. Donc les chiffres prouvent bien qu'il y a un problème dans la façon dont on gère les choses. Et Caroline Dehaze disait qu'il y avait un problème de sexisme au travail, mais il faut aussi penser beaucoup plus profond, dans l'éducation notamment. Regardez dans l'enseignement professionnel, il y a des filières qui sont littéralement genrées, c'est-à-dire des filières de garçons, des filières de femmes. Et si jamais on veut résoudre les problèmes d'égalité femmes-hommes au travail, il faut aussi s'attaquer à ces filières genrées qui sont dans l'éducation nationale. Mais là, à côté de ça, vous avez des secteurs d'activité qui sont complètement féminisés. Et c'est un problème. L'éducation nationale, vous savez, la magistrature aussi. Et on dit d'ailleurs il faut rectifier aujourd'hui cette ultra-féminisation ou autre. Qu'il y ait certains métiers qui soient plus féminins que d'autres, c'est un fait et on ne va pas le décréter par des quotas. Mon point, qui est fondamental, c'est à compétence égale qu'une femme puisse avoir les mêmes chances qu'un homme. Et en tant que chef d'entreprise, si demain je reçois un homme compétent et que j'ai une femme qui correspond moins au job, eh bien je prendrai l'homme, malgré tout ce que je viens de vous dire. Parce que c'est la compétence qui prime. On va aller sur le jugement, voir ce que vous avez pensé de la prise de position de Rafik Smati. Oui au quota de femmes dans les entreprises. On y va. Julie Graziani.
Alors, je maintiens un non, mais surtout parce que la mesure vise les conseils d'administration et que, comme je l'ai dit, je trouve le problème des conseils d'administration, c'est plutôt l'entre-soi. On se coopte toujours entre soi, qu'on soit homme ou femme, ça c'est un problème. Oui, si c'était simplement des stratégies pour réduire les biais cognitifs d'exclusion des femmes, ce qu'a dit Caroline tout à l'heure, j'ai trouvé ça très juste. Caroline Dehaas. Moi, je suis d'accord avec les quotas. Je voudrais juste rassurer Rafik Mekti quand il a parlé de risque de tomber dans l'excès inverse. Je rappelle que les femmes touchent 24% de salaire en moins que les hommes. Donc, on a encore de la marge avant d'arriver à l'extrême inverse. Ça, c'est des chiffres qui sont... Louis Boyard. Et pour moi, c'est oui, mais avec quand même un angle mort. C'est pas normal qu'il y ait des filières uniquement féminines. Si jamais on crée des filières en fonction de l'entrejambe des gens, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. On va continuer nos discussions dans un instant. On va parler des féministes sous le choc après que Libération ait publié la lettre d'un violeur. Mais on va passer d'abord par Champigny-sur-Marne, retrouver Angie Louata pour BFM TV. Priorité à l'actualité avec des ados encore dans un état grave, peut-être un règlement de compte entre bandes. Que sait-on de ce qui s'est passé, Angie Louata ? Eh bien écoutez, ce que l'on sait, c'est qu'une rixe effectivement a eu lieu aux alentours de 17h30 ici, au niveau de l'arrêt de bus que vous apercevez derrière moi et dans cette rue assez commerçante de Champigny sur Marne. L'état de santé, parce que c'est bien là le plus important de ces deux jeunes adolescents qui seraient âgés de 13 et 14 ans, eh bien ils sont en urgence absolue à l'hôpital. L'un des deux a été même en arrêt cardiaque au moment des faits, puis a été réanimé sur place par les pompiers qui sont, d'après les témoignages de terrain que nous avons eus, arrivé très rapidement. Ils lui ont fait un massage cardiaque et ont pu l'amener ensuite à l'hôpital. Mais effectivement, il y a un risque et il y a une inquiétude du côté de l'hôpital sur l'état de santé de ces deux jeunes personnes. Une rixe entre plusieurs jeunes, également théoriquement mineurs, en tout cas d'après ce que nous disent les témoins de la scène. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'un des témoins de cette scène ici à Champigny-sur-Marne. C'est un jeune homme de 17 ans, écoutez-le. Normalement, c'était un tête-à-tête, c'était un one-one. C'est-à-dire c'était une personne contre une personne. C'est-à-dire ils ont commencé à se battre, tout ça. Et après, quand il y a quelqu'un qui s'est fait taper, le mec des Boulerots, il a commencé à perdre. Toute la bande adverse, ils l'ont tous tapé dessus. Et après, on va dire 30-40 minutes plus tard, les mecs des Boulerots sont revenus en masse, les mecs des Mordex sont revenus en masse. Et après, ça a commencé à se mettre des coups de couteau, ça a commencé à se taper violemment. Je suis arrivé, ils étaient en train de se battre, donc moi j'ai essayé de séparer. Et quand j'ai vu ça a commencé à être violent, après moi je suis parti, j'ai pas trop calculé. Voilà ce jeune homme que nous avons rencontré tout à l'heure avec Alexia Ferré, qui nous explique également sur des éléments de contexte qu'il s'agirait d'un règlement de compte suite à un différend qui dure entre deux quartiers, qui dure depuis plus d'un an, au sujet de sacs volés et de choses qui paraissent assez banales. Lui-même était assez choqué, ce jeune homme que nous avons rencontré. Les commerçants également qui sont intervenus au moment de cette rixe, particulièrement choqués. Sachez que la police effectuait encore des repérages et vérifiait des choses ici sur place ce soir, lorsque nous sommes arrivés aux alentours de 20h. Et sachez également qu'il y a eu 4 interpellations depuis la fin d'après-midi ici. Angie Louata avec Alexia Ferré en direct de Champigny-sur-Marne pour BFM TV. On va reprendre le fil de Qui va vous convaincre avec notre dernière prise de position. C'est celle de Caroline Dehaas, militante féministe. Les féministes justement sous le choc après que Libération ait publié la lettre d'un violeur. Le quotidien présente cette lettre comme un texte fort et dérangeant, c'est réussi, qui met en avant une réflexion qui vise à nous interpeller. Et alors la Libération écrit « Nous sortir de notre zone de confort ». Il salue la force intellectuelle, la fougue de ce texte. Pour résumer rapidement, c'est une lettre. Samuel, un étudiant de 20 ans, qui reconnaît avoir violé son ex-copine Alma. Et Alma, c'est l'étudiante qui était à l'origine de la vague de la libération de la parole à Sciences Po, Bordeaux. Il dit « J'ai violé, vous violez, nous violons ». Il prend conscience de ce qu'il a fait. Et il dit, la lettre a été publiée avec le feu vert, l'assentiment de la victime, d'Alma. Et elle-même dit, le jour où je m'en sentirai la force, je porterai plainte. Seulement, voilà, vous êtes choqués, comme bon nombre de féministes. En plus, c'est aujourd'hui Journée internationale des droits des femmes. La parole à Caroline Dehaas. Oui, je pense que Libération n'aurait pas dû publier cette lettre. Ils n'auraient pas dû la publier le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Ils n'auraient pas dû la publier sans donner principalement la parole aux femmes victimes de violences ou aux militantes féministes. Et ils n'auraient pas dû la publier surtout sans amener une analyse sur cette lettre. Parce que cette lettre, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle raconte très précisément cet auteur de violence. Il raconte dans sa lettre tous les mécanismes des violences qu'on retrouve dans toutes les histoires. Quand vous travaillez ou vous vous engagez sur les violences, vous vous rendez compte que d'une histoire à l'autre, elles sont toutes différentes, les histoires de violence. Mais il y a des points communs.
Et ces points communs, ils sont tous dans la lettre. Le premier, c'est l'isolement de la victime. Ici, par exemple, il a attendu qu'elle soit hospitalisée pour publier sa lettre dans Libération. Ça va être aussi des hommes qui vont couper les ponts avec les amis, avec la famille. Tu vois trop tes copines en ce moment. Isolement de la victime. Le deuxième élément, c'est la dévalorisation. Donc là, par exemple, il la traite quasiment de folle, il critique ses pratiques sexuelles, il va essayer de l'humilier dans sa lettre. C'est extrêmement choquant et c'est un mécanisme qu'on retrouve tout le temps, la dévalorisation des victimes. Troisième élément, on retrouve l'inversion de la culpabilité. Souvent, c'est « ouais, mais en même temps, t'as vu comment t'étais habillée, ouais, mais en même temps, t'as vu comment tu t'es comporté ». Là, ça va être « ouais, mais en même temps, c'est la faute de la société ». C'est-à-dire la déresponsabilisation de l'auteur pour inverser la culpabilité et la mettre sur les autres. Et puis, le quatrième mécanisme, c'est la menace et la peur qu'on retrouve dans toutes les histoires de violence. Isolement, dévalorisation, inversion de la culpabilité, menace et peur. Si ces 4 mots vous font penser à quelqu'un, c'est sans doute qu'il y a un problème. Et voilà ce qu'aurait dû dire Libération plutôt que de publier la tribune d'un violeur et sans penser un seul instant à l'impact que ça aurait sur les victimes. D'accord avec Caroline Oupa. Place au débat. Pas de tribune pour les violeurs, Afix Mathilde, Louis Boyard et Julie Graziani. Louis Boyard. Je suis complètement d'accord. Le faire le 8 mars, c'était complètement mal placé. Puis surtout, ce qui m'a choqué dans cette lettre, c'est qu'il dit plein de grandes choses sur la société. Il s'en excuse et il dit aux autres ne faites pas ce que j'ai fait. Et en fait, il fait que répéter ce que disent beaucoup d'autres militantes féministes depuis longtemps. Mais là, par contre, particularité, c'est un violeur. Donc du coup, en fait, il n'apporte absolument rien de nouveau, si ce n'est d'essayer de se pardonner de quelque chose dans lequel il aurait peut-être dû se taire. Enfin, vous imaginez si Libération publiait la lettre d'un meurtrier qui s'est expliqué qu'il ne fallait pas tuer des gens, on serait tous autour de ce plateau abasourdis. Donc moi, je l'ai ressenti exactement pareil. Surtout sans aller à la police. Enfin, c'est-à-dire que si on se sent pas bien d'avoir commis une faute, on va en fait à la police. Oui, parce qu'il n'est pas en prison, cette lettre. Elle ne vient pas de quelqu'un qui a été incarcéré ni rien. Procédure pénale. Enfin, voilà. Non. Donc j'imagine que le procureur va se saisir quand même, puisque voilà, les personnes sont identifiées. Mais c'est-à-dire que si vous pensez que vous avez vraiment fait une faute, en fait, et que vous voulez vous réparer la faute, en fait, vous allez à la police et puis vous engagez la procédure pénale. Mais c'est pas du tout ce qu'il a fait. Mais pour moi, la plus grosse faute, elle est de ce type qui est visiblement quand même assez loin. Mais en fait, c'est de Libération. Déjà, c'est un journal de qui on n'attendait pas ça. Surtout le faire cette journée-là, mais surtout quand ils disent ça va déranger, ça va apporter quelque chose au débat. Je l'ai lu. Alors, ce que dit Libération dit expliquer n'est pas excuser. Libération estime être dans son rôle d'aller chercher un témoignage sur un fait de société choquant et de le porter au devant de la scène et d'écouter comme dans un reportage le point de vue de celui qui a tué, qui a violé en l'occurrence. Il dit lisez-le. Écoutez-le et nous ne portons pas de jugement, chacun ensuite se fera le sien. Le boulot des journalistes, c'est de décrypter, c'est d'analyser. Il n'y a aucune analyse. Pardon, en fait, c'est pire que ça. Ils expliquent que c'est un texte plein de fougue. Donc leur analyse, c'est de valoriser le texte de l'homme qui dit avoir violé, qui témoigne d'avoir violé une femme. On est quand même dans un monde parallèle. À aucun moment, ils portent une analyse, ils décryptent ce qui se passe, ils le donnent comme ça de manière hyper brutale. Et moi, je dois vous dire, donc j'ai vu le truc sur Libé hier soir. Et en fait, à peu près 3 minutes après, à quoi j'ai pensé ? J'ai pensé si moi, il publiait la lettre du mec qui m'a violée, comment je réagirais ? Et en fait, je pense qu'on est des centaines de milliers de femmes à avoir pensé ça. Mais elle a donné, bien sûr, mais elle est hospitalisée. Enfin, je veux dire, c'est quoi la déontologie ? Donc ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment donné son accord. J'en sais rien. Ouais. Je parle pas pour elle. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand Libé publie cette lettre, ils devraient penser. Après, ils peuvent l'assumer. Mais ils devraient penser que je pense pas qu'ils ont compris que pour des centaines de milliers de femmes victimes de viol, voir la lettre d'un homme qui dit j'ai violé à la une de Libération, en fait, ça nous fait repenser à ce que nous-mêmes on a vécu. Et c'est une nouvelle violence. Et faire ça le 8 mars, mais enfin, je veux dire, ils ont plané, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé à la rédaction de Libération, mais ils sont tombés complètement à côté, quoi. Mais il exprime des remords dans cette lettre ? Non, mais même pas. Il explique que c'est la faute de la société. Il explique que c'est parce qu'il a été victime de violences enfant. Oui. Comme s'il y avait une forme de déterminisme. Enfin, vous vous rendez compte, par exemple, juste le nombre de femmes qui ont été victimes de violences. Est-ce qu'elles se sont mises à violer ? Enfin, non. Donc, en fait, il n'y a pas de déterminisme. C'est pas parce que vous avez été victime de violence que vous allez devenir violent. Ça peut être un mécanisme qui va expliquer, d'accord ? Mais c'est pas déterminé, quoi. Et donc, non, il s'excuse à aucun moment. Il n'exprime aucun remords. Il explique même que, en fait, tout ça, c'était des pratiques sexuelles un peu spéciales et que ça a dégénéré. Et donc, en fait, il banalise, il minimise la réalité du crime. Libération est un journal dont on ne peut pas remettre en cause, a priori, le sérieux dans le traitement de ces sujets ou l'engagement en faveur des thèmes
qui sont ceux des violences sexuelles. Donc j'essaye de comprendre pourquoi ils l'ont fait, même si Libé dit l'auteur décrit avec précision les déterminants personnels, culturels, sociaux qui ont participé à la commission de cet acte. Il ne se justifie pas, ne s'autoflagelle pas, ne se défausse pas, il explique. Et expliquer n'est pas excuser, dire qu'il donne le point de vue du violeur n'est que partiellement vrai. Une condition nécessaire mais pas suffisante pour entrer de façon plus éclairée sur le terrain de la prévention du viol. C'est un fait. Il apporte du matériau humain à une question douloureuse, complexe et tabou. Pardon d'avoir juste repris l'introduction de la libération. Donc je me dis que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils y ont vu un intérêt pédagogique pour le grand public, de comprendre les mécanismes dont vous dites d'ailleurs qu'ils figurent tous dans la lettre. En fait, la mise en isolement de la victime, sa décrédibilisation, le fait de s'attaquer à des personnes faibles. Mais en fait, que tout ça ressort. Ça aurait dû être expliqué, en fait. En tout cas, ça valide ces mécanismes, justement, du fait qu'il en témoigne. C'est une interview, une lettre. Lui-même explique ma relation avec elle, en parlant de celle qui devient sa victime, était passionnelle, sans limite ni garde-fou, extrême. Exactement ce que j'aimais, l'intensité qu'elle me procurait me faisait presque oublier ma vie plate et monotone. Et il continue d'expliquer tout ceci jusqu'au point de bascule qui va l'amener à la violence et au viol. Alors, juste le deuxième sujet pour dire sur l'intérêt pédagogique, c'est il interroge aussi sans doute cette espèce de zone grise où ça peut dégénérer. Et je sais pas, il parle de on était dans un délire et puis ça a dégénéré. La zone grise, c'est un mythe. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que soit vous êtes dans une relation de respect, il peut y avoir du conflit, parfois on peut s'engueuler, mais en fait on se respecte. Soit vous êtes dans une relation de violence. Et justement, ce qu'il raconte, c'est que lui, il mélange tout. Mais voilà, il décrit quelque chose qui a l'air beaucoup plus mélangé que ça. En fait, soit vous aimez l'autre et donc vous ne le violez pas, soit vous êtes en fait dans un manque de respect total et genre une négation de l'humanité de l'autre. Et dans ce cas-là, il peut y avoir de la violence. Je continue simplement sur la tribune. La zone grise, elle n'existe pas. C'est soit ça du respect, un peu plus loin, il dit je reconnais, j'ai une rage envers moi-même, je ressasse ces souvenirs, je me sens sale, je pleure d'avoir détruit une partie de la vie de celle que j'aimais le plus, mais tout cela est incomparable à ce qu'elle ressent. Parole de violée. Rafik Smati. Comme Julie, je me suis posé la question de la démarche de libération. Et comme je n'aime pas avoir des idées toutes faites, j'ai voulu lire la lettre, évidemment, et j'ai cherché les motivations profondes de libération et j'ai pas trouvé, honnêtement, et de bonne foi. Je n'ai pas trouvé, parce que si l'idée c'est de faire un narratif romanesque de la personnalité du violeur, ce n'est pas le rôle d'un organe de presse que de le faire. Ce dossier-là doit se traiter d'abord dans un commissariat et ensuite dans un tribunal, pas dans une de presse. On parle du texte, mais on pourrait aussi parler de l'image, dont je ne sais pas ce qu'elle peut renvoyer aux femmes qui ont subi cette situation-là. Mais c'est complètement hors sol de la part des personnes de Libération qui ont décidé de publier ce texte. C'est vraiment incompréhensible. Louis Boyard. Puis vous disiez que c'était un journal rigoureux, sérieux. Je suis complètement d'accord avec vous et c'est pour ça que nous, toutes et tous autour, mais on ne comprend vraiment pas ce qui leur est passé par la tête. Vous avez expliqué ce que ça pouvait faire ressentir aux victimes de viol et puis surtout la portée absolument inexistante. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est parce que le fait de publier cette lettre aujourd'hui, 1, c'est une maladresse, 2, il n'y a pas de contextualisation, mais pour autant, est-ce que vous êtes contre le fait qu'on fasse parler les violeurs d'une manière générale dans un témoignage? Ne pensez pas qu'on ne les entend pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils parlent... Où est-ce qu'ils sont là? Où est-ce qu'elle est la parole des violeurs? Il y a 94 000 femmes qui sont violées chaque année en France. D'accord, 94 000. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui violent. Et ces hommes-là, ils ont la parole, en fait, déjà dans l'espace public. Par exemple, moi, depuis hier, il y a beaucoup de messages qui circulent, évidemment, entre les militantes féministes, et puis beaucoup d'interpellations sur les réseaux sociaux. Et vous savez quoi? Il y en a une qui a témoigné que la personne qui l'avait violée, elle était venue à une manif féministe, puis elle avait crié dans le mégaphone. Vous voyez? Donc ils parlent en fait. Ne pensez pas qu'ils ne parlent pas. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas accès aux médias. C'est pas vrai, d'accord? On n'a pas besoin de les mettre à la une de Libération sans aucune analyse, d'accord? Et en plus le 8 mars, qui est une journée dédiée aux luttes pour les droits des femmes, quoi. Ensuite, entre d'un côté un homme qui fait sa psychanalyse publique et qui a besoin de s'exprimer et d'exprimer ses ressentis, et d'un autre côté une femme qui a souffert et qui a un traumatisme à vie, qui est hospitalisée. Il y a, en l'occurrence, il y a un deux poids deux mesures qui est inacceptable. Bon, alors essayons d'y voir un bon côté quand même. Si on arrive à rentrer dans les méandres dingues de la mentalité d'un violeur, est-ce qu'on peut pas en tirer des leçons pour savoir à quel moment ça va devenir dangereux et mieux se défendre? Il n'y a pas de mentalité de violeur, en fait. Il
il y a une femme sur 8 en France qui a été violée. Donc soit ça veut dire qu'il y a une mentalité générale qui pose problème, c'est une femme sur 8 en France, hein, une femme sur 8 qui a été violée. D'accord ? C'est pas moi qui le dis, c'est les services de l'État. Donc c'est une femme sur 8. Donc il n'y a pas une mentalité de violeur en fait. Il y a des rapports en fait de domination, il y a des rapports sociaux qui légitiment, qui banalisent en fait les violences sexuelles. Et comme on banalise le sexisme, on va banaliser le harcèlement sexuel. Ouais. Comme on banalise le harcèlement, on va banaliser l'agression. Et il y a un certain nombre de personnes qui, résultat, vont passer à l'acte et vont banaliser aussi le viol. Mais il n'y a pas de mentalité en fait de violeur. C'est-à-dire que les violeurs, ils viennent de toutes les catégories sociales, de toutes les éducations. Alors, on va voir ce qu'ont pensé tout le monde autour de la table. Je me doute de ce qui va être pour vous, Caroline Dehaas, le jugement de nos amis. Mais puisque vous avez écouté Caroline Dehaas, vous pouvez la lire aussi, En finir avec les violences sexistes et sexuelles. Manuel d'action, c'est aux éditions Robert Laffont. Allez, on y va pour votre jugement sur cette parole portée par Caroline Dehaas. Pas de tribune pour les violeurs. L'erreur, la tribune de Libération. Julie Graziani. Alors, je dis un oui pour le pas de tribune, parce que tribune, ça sous-entend qu'on revendique quelque chose, qu'on promeut quelque chose. Donc, au sens strict de tribune, pas de tribune pour les violeurs. Si cet homme se considère vraiment violeur, il devrait aller se rendre au commissariat le plus proche. Maintenant, qu'il y ait une interview, une plongée dans la mentalité, un décryptage, je pense que ça peut être utile pour comprendre que c'est moins binaire peut-être que ce qu'on dit. Et j'aime pas non plus beaucoup cette tendance des militantes féministes à préempter la parole sur ces sujets-là. On a tous le droit d'en parler. Mais convaincu. Oui. Ce soir. Rafik Smati. Écoutez, moi je n'ai pas envie de connaître les ressorts intimes d'un violeur, d'un meurtrier, d'un terroriste, de savoir qu'est-ce qui les a animés, qu'est-ce qui les a poussés à faire ça. Donc c'est ça ce qu'on me fait choque dans les procès. Et évidemment, je suis d'accord avec les procès. Oui, c'est ce qu'on fait dans les procès. Convaincu, Rafik Smati. Louis Boyard, pour terminer. Je suis absolument convaincu. Les violeurs, on les entend assez parler au César ou au ministère de l'Intérieur. Oui, alors ça, c'est une atteinte à la présomption d'innocence, tout du moins pour Louis Boyard. Dans un instant de Qui va vous convaincre, on se retrouve demain 19h pour 120% News et nous serons en direct jusqu'à 21h. Dans un instant, Ligne rouge, tueur de gendarmes, l'enquête, c'est un long format avec Aurélie Casse. Bonne soirée sur BFM.